Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur en métal liquide, et mes machines de guerre sont... Dirty Tommy, hasta la vista, Kino. Philippe Sedbon, je veux tes vêtements, tes bottes et ton podcast. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Terminator 2, le jugement dernier, 1991, réalisé par James Cameron, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies. Philippe, le Deus Ex Machina de Kinopod, le dieu dans la machine, et Tommy, qui make my day, ainsi que celui de tous nos auditeurs quand il revient à chaque fois dans Kinopod. Merci mon ami, merci mon buddy. Avec toujours grand plaisir. Merci Jean pour l'invitation, à chaque fois. Écoute, on se devait bien de faire le deuxième chapitre de l'opus de James Cameron. On avait fait le Terminator que j'invite nos auditeurs à découvrir ou redécouvrir. Grand succès pour notre chaîne. Donc nous voilà de retour pour le deuxième chapitre. Mais avant que tu nous fasses voyager tout nu dans le temps, Tommy, et nous ramène aux origines, et que le pitchman ne pitch le film, le grand pitchman qui fait son retour aussi dans l'émission, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec toutes les semaines, parfois tous les 15 jours, une nouvelle fantastique vidéo du maestro Romain Lenhoff. Et maintenant, Terminaphile, le pitchman en personne, nous résume le film, le fameux pitch, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre deux étages. I'm the Pitchborg. 15 ans plus tard, Sarah Connor a perdu son brushing, elle a pris du muscle et elle vit en HP où elle raconte le scénario du premier film à son psy. Deux nouveaux cyborgs arrivent du futur, un pour les tuer elle et son fils, l'autre pour les protéger. Parfait, mon pitchounet. Et maintenant, le Tominator lui-même nous ramène à la genèse et à la source du film. Podcast initialisé. Alors, il faut savoir que au départ, c'est surtout Arnold Schwarzenegger qui est intéressé par la suite. Il dit qu'en fait, il a toujours pensé qu'il fallait continuer l'histoire. Il en parle à Cameron après avoir terminé le premier film. Le problème, c'est que Cameron, il est un peu moins enthousiaste parce que déjà, il a l'impression d'avoir déjà tout dit dans le premier film. Parce qu'on verra quand même qu'il est assez loin de la vérité vu que le 2 complète véritablement l'univers. Et surtout qu'il avait été super occupé évidemment avec Alien 2 et Abyss en 89. Et en plus, il s'inquiète un peu des peut-être potentielles futures accusations de plagiat et aussi le fait que ce serait la 4e suite dans laquelle il serait impliqué, et sa 3e en tant que réalisateur. Donc Rambo 2, en tant que scénariste. Alien 2, donc en 86. Piranha 2, puisqu'il avait commencé déjà avec la suite de Piranha. Donc ça le branchait moins encore d'être sur des suites, l'homme à suite, quoi, on va dire. Et donc en fait, à un moment donné, il y a Martin Campbell, donc le réalisateur de GoldenEye, Casino Royale, etc., pour réaliser la suite de Terminator. Et puis il y avait un problème aussi avec la maison mère du premier, M-Dale, où il y avait vraiment eu beaucoup de soucis, notamment une réduction de budget de $40 000 par rapport à une histoire de son. Ils ont refusé de mettre de l'argent dans la promotion après le démarrage en tête du box-office du premier film, le premier week-end de sa sortie. Et puis un problème aussi avec Orion, le distributeur donc de M-Dale, qui avait donc lancé Robocop de Paul Verhoeven. Et quand Cameron voit ça, alors même si les deux films n'ont rien à voir évidemment, mais quand Cameron voit ça, lui il considère que c'est un peu Robocop une exploitation du succès, si tu veux, du Terminator, quoi. Bon, même si les deux films sont clairement différents. De l'autre côté, il y a un Arnold Schwarzenegger qui avait déjà tourné pour la société Carolco, donc Mario Kassar, Andrew Vajna, pour lequel il avait tourné Double Détente, Total Recall également, qui arrive à convaincre justement la société Carolco d'acquérir les droits de Terminator. Évidemment, Mario Kassar, il est super chaud, quoi. Donc il va justement acheter les droits de Terminator et il va dire à Cameron, moi j'ai dépensé beaucoup de thunes, donc je te propose de réaliser la suite. Ce sera avec toi ou sans toi, quoi, peu importe. Et il lui propose quand même $6 millions juste pour écrire et réaliser le film.
Donc Ouais. voilà, donc Cameron va accepter. Le budget du film au départ est de 60 millions de dollars, même si tu as un Mario Kassar quand même qui est un producteur assez chevronné et qui se dit que le budget va être forcément dépassé parce que le projet s'avère quand même être assez pharaonique. Et donc on va atteindre au final 102 millions de dollars, ce qui en fait finalement le blockbuster le plus cher de l'histoire à l'époque, hein. Enfin, je me Ouais. souviens à l'époque, c'était colossal, hein. Quand on disait le budget de Alors, Terminator 2, c'était assez fou. Et donc, évidemment, la presse s'en mêle et va, comme d'habitude, prédire un four, un échec. Ce qu'ils auront toujours fait avec tous les films de Cameron, d'ailleurs, hein. ouais. Ce sera sur Titanic et tout ça. Ça deviendra effectivement la mode, ouais, après. Ouais. Ah bah ouais, après, on dira à chaque fois que Cameron va se planter, etc., alors qu'il se plante jamais. Mais bon. Le plantage est assuré parce que c'est vrai que le film coûte 10 fois plus cher que l'original et à peu près autant d'argent que ce que le premier Terminator avait rapporté niveau mondial, tu vois. Donc, du coup, les Ouais. journalistes se disent, c'est sûr, ça va se planter. Mais tu as Carolco, donc de l'autre côté, qui est la société productrice principale de Terminator 2, avec également Canal+, hein, ils sont aidés par Canal+ à l'époque, qui, eux, vont faire de la prévente sur Terminator 2. En gros, les acheteurs, distributeurs étrangers devenaient fous juste en parcourant le script. Donc ça, c'est Schwarzenegger qui racontait ça. Et ils faisaient la queue pour acheter le film. Donc en gros, Carolco, il touche finalement le jackpot alors que pas une seule image n'est encore tournée. Euh, Extraordinaire. et ça c'est fou parce que et donc Cameron, lui, bon, il garde un peu comme ça la tête froide et il sait parce qu'il sait qu'il lui reste que 13 mois pour préparer, caster, tourner, monter, mixer et faire l'étalonnage pardon du film. Et attends, pour rebondir sur ce que tu dis, et 7 semaines pour écrire le scénario, simplement. C'est Voilà. extrêmement court pour 7 un film pour comme écrire ça. un scénario pareil. Alors, Ouais, donc c'est ce qu'ils dingue. vont faire, ce qu'ils vont faire par rapport au scénario, comme tu dis, donc 6 à 7 semaines en gros. Alors, il va Mm. donc se servir de son collègue William Wisher Jr., qui l'avait déjà un peu épaulé hein, sur le premier Terminator. Et donc, ils vont passer plusieurs semaines à développer l'ébauche, etc. Donc, basé sur le concept imaginé par Cameron, c'est-à-dire en gros cette relation entre un T-800 et le leader de la résistance, donc John Connor. Et donc l'idée, si tu veux, principale, c'est que la résistance humaine et Skynet envoient chacun un T-800, donc le même Terminator. Il n'y a pas l'idée de T-800 et de T-1000, quoi. C'est genre deux T-800, tous deux joués par le même acteur, c'est-à-dire Schwarzenegger, l'un pour tuer John, l'autre pour le protéger. Et en fait, tu as son collègue, William Wisher, qui dit, bon, voir deux Schwarzenegger, ça va pas être très excitant, hein. Ça va pas être, voir deux T-800 qui ont la même force, qui ont le même truc, ça va pas être, C'est même vrai. si, tu vois, on risque de les confondre. Enfin, je veux dire, il y a un truc Ouais, ouais. il y a un truc qui marche pas. C'est Donc, du coup, il dit à Cameron, bah, si on utilisait l'idée que tu avais eue sur le premier, c'est-à-dire le Terminator en métal liquide, parce qu'il avait eu déjà cette idée sur le premier film, mais qu'il avait laissé tomber. Et puis en plus, ça contrastait, si tu veux, avec la masse qu'est Schwarzenegger, en prenant un autre type de cyborg qui lui ressemble plus à un humain. Comme nous, genre un peu plus, enfin, tu vois, un peu plus fin. Exactement. Et Cameron compare Schwarzenegger à un Panzer et Robert Patrick, dont Philippe va nous parler beaucoup plus dans quelques instants, à une Ferrari. Donc ça, Voilà. c'est une grande idée de génie. Et l'autre idée de génie, Philippe, c'est de passer d'un film qui est quasiment un slasher, un petit film d'horreur qui est le premier dont on a parlé en détail il y a quelques temps, à un extraordinaire blockbuster d'action où il renouvelle à la fois la grammaire du blockbuster, mais aussi des effets spéciaux. Et il a une idée géniale qui est, il parle de l'homme de fer du magicien d'Oz qui tout d'un coup a un cœur. Voilà. Et c'est tout d'un coup de faire de Schwarzenegger le gentil. C'est comme d'avoir fait de lui le méchant dans le premier. Bah, l'idée de génie ce coup-ci, c'est d'avoir fait de lui le gentil, Philippe. Mais pas que le gentil, c'est aussi le comic relief. Tout l'humour du film vient du Terminator. Là, c'est Et vrai. ça, c'est quand même un énorme pas en avant pour le personnage. C'est plus une Ah, c'est espèce de génial. machine impassible et tout. Il apprend, il s'émeut, il fait des vannes. Tu vois, et les vannes c'est de l'humour noir, mais c'est que ça marche quand même très bien. On rit à chaque fois, pratiquement. I swear I will not kill anyone. He'll live. Cameron, quand il est en interview, il dit que quand il est allé voir, Schwarzenegger dès le premier film, il lui a demandé quelle est ton approche pour le rôle. Et Schwarzenegger lui a dit, bah, écoute, attends, il faut que tu comprennes bien les choses. Moi, je veux pas être acteur. Je veux être une movie star.
je veux être Clint Eastwood. Et donc, Cameron, il a dit, bon, d'accord, etc. Puis il a commencé à travailler avec Schwarzenegger, puis il a compris que c'était un mec qui se fixait des buts inatteignables et qui finissait par les atteindre. Donc, c'est extraordinaire quand même de ce qu'il a fait dans ce film. En plus, il a bâti toute sa carrière à partir de ce film-là, quoi. Quand il dit je veux être une movie star, c'est ça, quoi. C'est que Ouais. il devient finalement une vraie star. C'est plus qu'à partir de Conan le Barbare, en fait. C'est-à-dire que là, il devient vraiment l'icône. Mais en plus, le tour de force, c'est qu'il devient cette icône en jouant un méchant, quoi. Ce qui va plus se répéter après, par la suite dans sa carrière, parce qu'il jouera que les héros, que les gentils. Mais c'est vrai que sa carrière se dessine à partir de là, hein. Le glissement du méchant du premier au gentil du second est à la fois subtil et très malin au niveau du Vedettariat, parce qu'il n'a plus rien à voir avec celui du premier quand même. Ouais. Il pourrait, d'accord, il est programmé pour protéger John Connor, et puis l'affection arrive, et puis en fait il devient une image du père de substitution, et ça c'est un énorme changement. Ouais. Parce que tout d'un coup, la machine impassible devient presque humaine. Devient presque humaine. Et l'humanité de Sarah Connor, elle devient plus un Terminator que lui. Par moment, je veux dire, elle devient une machine. Ils ont inversé leur rôle, voilà. Même physiquement. C'est-à-dire que Sarah Connor est devenue musculeuse et enragée, etc., et inarrêtable, alors que Arnold, on le voit pratiquement pas torse nu, d'après, si je me souviens bien. On le voit pas torse nu. Au début, donc, tout nu, toute la Au début. À part ça. Ouais. Mais à part ça, le muscle, il est pour Sarah Connor, tu vois. Il y a une tentative dans le film de trop l'humaniser. D'ailleurs, ça fait partie d'une scène coupée, hein, de Terminator 2, où il tente de sourire. Là, pour moi, si tu veux, la tentative d'humaniser le Terminator, pour moi, c'est too much, quoi. C'est-à-dire que, heureusement qu'il a coupé cette scène, parce que là, on est vraiment, tu vois, enfin, on est presque trop dans le comique, quoi. Et à un moment donné, mais ils l'ont remise dans le 4 ou le 5, dans un des Terminators suivants, et effectivement, on se rend compte la tonalité entre l'humour et l'action, et tout d'un coup, la balance n'est plus là, quoi. Exactement. Je rajoute juste un truc, genre, par rapport à l'écriture de scénario. Pour finir le scénario avant le 10 mai 1990, les deux hommes se divisent l'écriture des scènes. C'est-à-dire Wisher et Cameron. Et Wisher écrit la première moitié du film, tandis que Cameron, il écrit la deuxième. Et après, ils s'échangent les pages, etc., etc. Donc c'est comme ça que ça va très très vite dans l'écriture de scénario. Et Wisher qui a 3 caméos dans les films. Apparemment, on l'a pas dit, mais dans le premier, je crois que c'est le gros flic qui se fait péter la tête contre la voiture au moment où il emprunte sa voiture. Philippe, à toi de jouer, la balle est dans ton camp, notre mine machine à nous. Tu vas nous parler un peu du casting du film et de la place des acteurs dans leur carrière à ce moment de leur carrière. Bon, Arnold, il est devenu une méga star depuis le premier, parce qu'il a fait Predator, il a fait même un film comique, si je ne m'abuse, donc il a élargi son image, et c'est devenu le numéro 1 incontestable de l'époque, donc c'est un action star gigantesque, et son retour dans Terminator montre déjà le chemin parcouru, parce que on peut pas dire qu'il jouait énormément dans le premier. Fuck you, asshole. Mais dans le deuxième, il joue. Il a une interprétation, il a des finesses, il a une évolution, donc ça, tu vois vraiment même le changement physique. Il s'est affiné, il est plus beau. C'est-à-dire qu'avec cette espèce de coupe en brosse et ce visage plus anguleux et tout, il est plus photogénique qu'il a été dans le premier. Donc c'est devenu vraiment une star acceptée par tous et reconnue par tous, parce que c'était pas le cas dans le premier du tout. Donc voilà, il en est à ce stade de sa carrière où le deuxième va le cristalliser définitivement comme superstar et comme Terminator aussi. Et c'est génial parce que c'est vraiment, avec ses capacités d'acteur que lui-même reconnaît comme étant limité, il a trouvé l'emploi qui le met en valeur. C'est-à-dire, tu ne penserais pas à dire, en voyant Terminator 2, il est raide, il joue comme une savate, il a un accent, tu ne penses même pas. C'est-à-dire, c'est accepté, Terminator, c'est lui. Tu as raison, et il amène cet humour extraordinaire, ce timing de comédie qu'avait aussi John Wayne, et qu'a aussi Stallone, d'une certaine manière, on n'en parle pas assez, et il est extraordinaire parce qu'il y a une vraie intelligence dans son regard, même quand il parle pas, parce qu'il y a toute de grandes parties de films où il est silencieux. Il a été payé 12 millions de dollars à l'époque, ce qui est énorme, en partie avec un Gulfstream, tu sais, un jet privé que lui a payé Carolco. Et je sais que Linda Hamilton, j'ai lu qu'elle faisait la gueule parce qu'elle avait touché que 1 million de dollars, alors que... Ah ouais, oh là là, la différence, c'est quand même colossal, quoi.
Ouais, elle a une énorme préparation physique. Elle a donné autant que Schwarzenegger. Ah oui. Elle est 3 heures par jour à la salle, 6 jours par semaine. Et elle est méconnaissable par rapport au personnage qu'elle jouait dans le premier, quoi. Linda Hamilton, je crois que Cameron, il l'a carrément fait faire un entraînement dans l'armée de Tsahal en Israël, parce que là-bas, voilà, les entraînements, ça rigole pas. Et je crois qu'elle a été, elle a vraiment fait un entraînement là-bas et tout. Hein. Il lui a fait faire une formation là-bas, tu vois, pour qu'elle revienne, qu'elle soit super endurcie et tout. Et ça, c'est un des trucs aussi par rapport à Linda Hamilton. Donc c'est vrai qu'elle aurait mérité peut-être plus quand même. Et bon, faut dire que Schwarzenegger était une telle star à l'époque, même avant Terminator 2. Hein. Ouais, alors c'est le travail qu'elle a fait pour en arriver un petit peu à Linda Hamilton, c'est incroyable parce que tu compares les deux, le numéro 1 et le numéro 2, son travail, elle a perdu presque sa féminité, elle a un visage complètement anguleux, creusé avec une mâchoire en avant, etc., et ses muscles, et ça en fait un personnage complètement bizarre. Elle s'est terminatorisée entre les deux films, et c'est un travail vraiment passionnant parce que c'est un peu too much. Parce que là, à un moment, elle est inarrêtable. C'est un vrai cyborg humain. Il faut comparer les deux pour se rendre compte de l'énormité du travail de comédien. Ça a dû être très dur, en dehors de la préparation physique, la préparation émotionnelle, tout l'arc que traverse son personnage est terrible. Et Cameron nous offre au passage, dans un blockbuster de l'été, parce que moi je l'ai vu en plein été à l'époque de sa sortie, des images indélébiles et extrêmement traumatisantes. Comme effectivement cet accident nucléaire dans ce parc pour enfants, si tu veux, cette bombe nucléaire. C'est pareil que dans Titanic, tout d'un coup, où tu as des bébés morts à la surface de l'eau. C'est que Cameron, à travers des blockbusters extrêmement commerciaux, nous fait passer des images aussi horrifiques que Schindler's List ou Private Ryan. C'est vrai que cette scène d'explosion atomique est indélébile, quoi. Tu peux pas l'oublier, le moment où le squelette est agrippé au grillage et que tu as le feu qui lui passe dessus, c'est énorme. Vraiment énorme. Maintenant, moi, le truc qui me fait un peu tiquer dans le film, c'est Edward Furlong. J'ai un peu de mal. Miles Dyson! She's gonna blow him away! Come on, let's go! Come on, let's go, come on! Je le connaissais pas, je crois qu'il avait rien fait avant, mais il crée un personnage de John Connor qui est une espèce de sale ado réfractaire, un peu voyou sur les bords, etc. John, qui est assez juste dans le truc, mais on n'imagine pas très bien comment il peut devenir un chef de guerre charismatique dans 10 ans. Mais bon, admettons. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de complaisance dans la voix, dans les gueulantes, dans l'argot. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un personnage qui aurait mérité un peu plus de finesse. Philippe, tu as raison, mais c'est peut-être le personnage qui date un petit peu le film. C'est vrai que on est en plein pendant Beavis et Butthead, Wayne's World, toute cette époque, si tu veux. Ouais. Et ce jeune un peu MTV, comme ça, avec Guns N' Roses et ce côté un petit peu détendu, marque un peu le film dans une autre époque. Mais finalement, en le revoyant, je me suis dit qu'en fait, il est aussi énervant qu'un vrai adolescent. Donc finalement, ça passe presque, si tu veux. C'est vrai. Mais moi, c'est juste, tu vois, le rapport avec l'image qu'il donne de John Connor adulte, qu'on voit pendant un plan, où tu vois cette espèce de type marqué avec des cicatrices sur la figure, etc. Tu fais pas trop le rapport avec Edward Furlong, quoi. Bon, c'est pas grave. S'il y a que ça à critiquer dans le film, ça va. Et puis, il y a la découverte de notre ami, comment il s'appelle ? Robert Patrick. Mais voilà, Robert Patrick, évidemment. Robert Patrick, c'est son premier grand rôle. Hein. On l'avait aperçu dans le deuxième Die Hard, il faisait un des sbires du méchant. Il est insensé dans le film. Vraiment, c'est avec le physique qu'il a, qui est très maigre, très mince, ce visage impassible, glabre comme ça, etc., et cette coiffure impeccable, où qu'il a toujours ses cheveux laqués, etc., il crée une silhouette absolument inoubliable parce qu'il est invincible. Et la trouvaille, il bouge très bien. Un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, Tommy. Tu as vu qu'il amène une force. Ça m'a fait penser un petit peu, bien sûr, à David Soul, tu sais, dans Magnum Force. Ce look de flic de motard. C'est la version maléfique de Chips aussi, tu vois. Et il est extraordinaire parce il amène de l'humour aussi. Mais il a quelque chose de déguisé, d'implacable. Il a fait un énorme travail physique. Il habitait dans sa voiture à l'époque où il a été choisi pour le film. Et c'est vraiment un acteur qui... Il paraît que Billy Idol a été pressenti aussi. Mais heureusement qu'il a eu Robert Patrick, tu vois, vraiment.
Il a un truc que par Robert Patrick, que je dis qu'il bouge très très bien, c'est par exemple, tu sais, les scènes où on le voit courir derrière la voiture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et on Avec son ressent que c'est parle. une machine à ce moment-là. C'est ça Ouais. qui est incroyable, c'est qu'il court pas comme un être humain. Tu sens qu'il passe la troisième et il se met à courir comme une machine. Et avec ses bras raides, ses jambes raides, etc. C'est vachement bien ce qu'il fait. Et donc, il s'en sort avec les honneurs du film, parce s'il est à égalité avec Schwarzenegger, leurs corps à corps sont formidables. Robert Patrick a eu du mal à trouver ensuite sa place dans le cinéma. Il y a eu une espèce de déchéance un petit peu. Pareil pour Edward Furlong, qui lui a eu ce syndrome des enfants stars qui malheureusement sont tombés après un petit peu dans la drogue et dans une vie très dissolue. Et j'ai lu que Cameron ne voulait pas répéter ça avec l'acteur qui joue Spider dans Avatar et qu'il l'a protégé énormément de façon à ce qu'il ait une vie très très structurée pendant qu'il ne tournait pas les films, pour pas répéter justement. Bon, on peut pas contrôler les gens complètement, mais en même temps, il avait peut-être que l'histoire de Furlong lui a appris une leçon aussi. Et dans le casting, on va en finir avec le casting, puisqu'il n'y a pas tant de personnages que ça. On retrouve Janet Goldstein, qui est une des actrices fétiches de Cameron, Hello? Janelle, it's me. qui Fantastique. était dans Aliens, etc., et qui joue la mère adoptive de Edward Furlong. Et puis, il y a Earl Boen, qui joue le psychiatre, qu'on retrouve du premier aussi, et qui a un rôle assez conséquent, là. Il est plus marrant que dans le premier, mais il en prend plein la gueule aussi, parce qu'il se fait casser le bras à coups de matraque, et il a une seringue de détergent dans la gorge. Mais il était déjà un peu le comic relief, comme tu dis, dans le premier film également. Et puis, il y a également Joe Morton, qui est formidable excellent. dans le rôle de ce Excellent. scientifique. Alors, Denzel, tu as vu, Denzel Washington refuse le rôle. C'est probablement trop petit pour lui à l'époque, qui est déjà sur une autre trajectoire. Mais il est formidable. Moi, je l'avais vu dans The Brother from Another Planet. Vous vous rappelez de ce vieux film de science-fiction Non, il est très bien, Morton. Ouais. Il est très bien parce que le rôle est très compliqué, en fait. C'est un brave type et un bon scientifique qui est responsable de la fin du monde, indirectement. Et donc, quelque part, il faut qu'il meure, quoi. Et c'est un rôle très compliqué à jouer, à ressentir, etc. Et sa fin est magnifique. Absolument. On peut parler d'une autre star du film qui sont les effets spéciaux. Eh oui. Tommy, Oui. quand on a vu à l'époque le CGI et ce métal liquide, ce génie de Cameron de mélanger les effets sur le plateau avec les effets digitaux balbutiants de l'époque. Ouais, c'est ça. Et en fait, il fait appel carrément, mais à 3 sociétés différentes, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il fait appel à Fantasy de Film Effect pour les séquences de guerre. Il y a Ouais. Ford Ward pour l'explosion nucléaire et le métal fondu. Ouais. Et évidemment, ILM. Bon, donc la compagnie de George Lucas. Et également donc pour l'animation du T-1000 hein, et tous les trucs par ordi. Et il y a aussi évidemment l'aide colossale de Stan Winston qui lui, bon évidemment hein, le légendaire, qui lui va s'occuper vraiment du practical, quoi, vraiment des trucs sur le terrain et tout ça. Et en fait, ces effets spéciaux, ils vont coûter 6 millions de dollars, ce qui est énorme parce que c'est la totalité du budget du premier film. Juste sur les effets spéciaux. Et donc, ça amène finalement à dire, parce que tout à l'heure, Jean, tu disais que oui, il y a des fois un peu un côté daté, années 90, etc. Mais sauf que vous pouvez faire l'expérience, vous le faites regarder à des pré-ados, je sais pas, en 2026, 12, 13 ans. J'ai fait le test hein, avec ma propre gosse. Et elle m'a dit, c'est incroyable, papa, ce film, on dirait qu'il a été fait il y a 2 ans. Et Incroyable. pour elle, C'est c'était bien. pas du tout daté, mais absolument pas. Parce que sur toutes les strates de la réalisation, les effets spéciaux, etc., c'est resté moderne. C'est hallucinant. C'est Quand hallucinant. tu as le T-1000 qui sort, quand tu as le T-1000 qui sort de ce tunnel, tu sais, en feu, et qu'il est complètement en métal liquide, qu'il est revenu à sa forme originale, ils n'ont pas réussi à faire un Silver Surfer aussi réussi dans le dernier film de Même pas. 2025. Même pas. C'est incroyable. Ouais, c'est ouf, quoi. C'est fou, mais ça, c'est évidemment, voilà. Hein. Ça dépend à qui tu Mm. confies les films, quoi, j'ai envie de dire. Mais et comment Cameron aurait supervisé les effets spéciaux sans être dedans, véritablement. Mais voilà, comment faire un blockbuster tellement moderne que ça en reste d'actualité en 2025, quoi. Enfin, ou 2026, c'est quand même hallucinant. Il n'y en a pas beaucoup, quand même, des blockbusters comme ça. Hein. Absolument, avec un extraordinaire travail de cascadeur, de poursuite aussi, parce que quand on parlait du pratique, Stan Winston referait un peu la même chose quand il mélange ses effets de dinosaures avec ceux de Dennis Muren, tu sais, d'ILM, Oui. avec Jurassic Park. En fait, les grands films d'effets spéciaux mélangent extraordinairement, comme je disais, toutes les technologies, en fait.
Bah d'ailleurs, il y avait un peu une pseudo-bataille entre, à l'époque, Terminator 2 et Jurassic Park. Je crois Jurassic Park est sorti l'année d'après, hein, je crois. Hein. Et les gens se sont amusés à comparer quel est le film le mieux fait, etc. C'est vrai que quand on voit maintenant, en 2026, les deux films, tu les vois à la suite, pour moi, il n'y en a pas un qui a plus vieilli que l'autre, quoi. C'est-à-dire que même quand tu regardes Jurassic Park, c'est quand même vachement impressionnant maintenant. J'ai une petite préférence quand même pour T2, mais Moi voilà, aussi. quoi. Mais c'est vrai qu'on s'amusait quand même. On a eu quand même deux films à la suite, là, qu'on utilisé peut-être de la C'est-à-dire que meilleure façon les effets spéciaux. ça changerait le visage du cinéma. Et ce serait le cinéma moderne où tout d'un coup, les effets spéciaux coûtent 100 millions de dollars. Ton budget, Ouais, tout passe dans les effets spéciaux. ouais. Et bizarrement, on remarquait un petit peu qu'ils sont un peu moins réussis au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, tu as des trucs de Marvel où c'est boueux, tu as des trucs qui sont en CGI pourris, alors que tu regardes Jurassic Park ou comme tu disais T2, qui n'ont pas bougé. C'est hallucinant, quoi. Bah, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que les effets spéciaux, finalement, dans les Terminator d'après, sont moins efficaces que dans le T2 qui date de 80, Ouais, qui date de 91. Donc tu te dis, exactement. bah oui, mais parce que je pense qu'il y a vraiment une question de réalisateur à la barre, quoi. C'est-à-dire que Ouais. bon, bah, le réalisateur de Terminator 4, c'est pas James Cameron, quoi. Donc à un moment donné, voilà, il faut bien se dire que tout le monde n'a peut-être pas la capacité d'être un bon superviseur, si tu veux, sur l'ensemble de toutes les strates d'un film, quoi. Tu vois. Donc Il y a une chose qui empêche le vieillissement du film, je trouve, c'est le scénario. C'est-à-dire que le scénario qui, à l'époque, nous paraissait comme de la science-fiction un peu délirante, etc., un peu paranoïaque, devient aujourd'hui une légère anticipation, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça devient un vrai problème, et que c'est le sujet du film. C'est que d'accord. Skynet va créer des machines qui vont détruire l'homme et prendre sa place. Donc, il y a un truc sur l'actualité que j'ai remarqué, j'avais jamais remarqué avant, et pour cause, puisque moi je l'avais pas vu depuis 20 ans le film, tu vois. Mais en le revoyant, tu te dis, mais ça parle pratiquement d'aujourd'hui, de l'angoisse de Hmm. l'intelligence artificielle. Et ça empêche le vrai vieillissement, ça. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il s'empare carrément d'un truc. Est-ce qu'il a idée qu'en 2025, il y aurait ce développement de l'intelligence artificielle à ce point-là? Bah, en fait, on peut se le demander, mais en tout cas, c'est là où, en fait, c'est par cette idée-là, je trouve que Terminator 2, c'est bien plus que n'importe quel blockbuster qu'on se tapait dans les années 80 et dans les années 90, quoi. C'est-à-dire que Bien sûr. Terminator 2, là, devient vraiment le film qu'on aurait pu nommer en meilleur film aux Oscars. Parce que justement, par cette dimension du fond, avec ce développement de l'intelligence artificielle, notre rapport, nous, humains, avec les machines, c'est un film méga intéressant. Annonçant au passage des blockbusters plus intéressants comme The Dark Knight et qui ferait que les Oscars finiraient par modifier Voilà. leur système pour inclure des films comme ils auraient inclus Terminator 2 aujourd'hui, tu vois, s'il était Ah, sorti aujourd'hui. alors que Terminator 2, finalement, à l'époque, il est snobé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on le Ouais. considère comme un vulgaire blockbuster, puisqu'on va le récompenser aux Hmm. Oscars, par exemple, que sur de la technique. Alors, ce qui est important, hein, ce Ouais. qui est une belle récompense. Mais il recommence avec Avatar. Moi, j'ai adoré le dernier Avatar, qui pour moi est un western psychédélique futuriste. Et tout d'un coup, de nouveau, les effets spéciaux et les costumes, quoi, comme toujours, Voilà. quoi. Donc là, on revient Hmm. à ça. Mais si tu Hmm. veux, alors que Terminator 2, avec le recul, bah, tu dis, bah non, il fallait au moins le nommer en meilleur film. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dû, comment dire, recevoir l'Oscar, mais au moins envoyer cette Ouais, symbolique-là, parce que le film est trop intéressant. absolument. C'est pas, je dirais que c'est même plus intéressant. Alors, je vais me faire taper sur les doigts si je dis ça, mais pour moi, c'est plus intéressant qu'un Die Hard, tu vois, par exemple. Et pourtant, Hmm. j'adore Die Hard, hein, vraiment, hein, mais je trouve ça Ouais. plus Hmm. intéressant, quoi. Ça va beaucoup plus loin. Enfin, on n'est C'est une pas. autre dynamique. Ouais. Et ils ont révolutionné aussi, Philippe, le teaser. Parce que tu te rappelles du teaser de l'époque Ah qu'ils oui, avaient fait pour le film? C'est phénoménal. hallucinant, ouais. Ouais. Voilà. Tu te Ah rappelles, ouais. Philippe, ou pas de ce qu'ils avaient fait ou pas, non? Rappelle-moi, je me souviens de la bande-annonce, mais le En teaser, fait, non. on était dans une usine et ils étaient en train de recréer, de refabriquer un nouveau modèle de T800 et il y avait plein de modèles de T800 et on se rendait compte que c'était Ah oui. le premier était juste le premier d'une longue suite de modèles, quoi. C'est Alors, j'ai extraordinaire. jamais vu ça. Ouais. Avec une musique méga angoissante. Et je me souviens très bien. Bon, elle est dispo hein, sur les Blu-ray, etc. Vous pouvez la voir. Et génial ce teaser. Alors, voilà comment faire un super teaser, quoi. Et C'est c'en est aussi fort que le teaser d'Alien où tu avais juste cet œuf ouais, qui se craquait. ouais, Tu te rappelles, là, tout d'un Mm. coup, en exactement. Ah quelques oui. images, tu pouvais pas attendre de voir le film, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais.
Mais la force des films de Cameron, c'est effectivement les sous-textes, et c'est une très belle histoire de paternité. Tu parlais effectivement de cette femme qui regarde ce robot et qui dit « Je peux pas trouver de meilleur père pour John ». Et c'est pareil, toujours il revient à la famille dans Avatar, dans tous ses films. T'as toujours un noyau dur d'émotion derrière qui fait que c'est pour ça qu'il élève, et qu'il est un auteur d'abord, et qu'il élève ses blockbusters ailleurs, je trouve. Et je trouve qu'il fait des détails, tu sais, des retours à ce qu'était un Terminator, par exemple, qui sont très malins. C'est quand il s'humanise beaucoup et qu'on le voit se prendre des giclées de balles pour protéger John. Tu sais, il a le dos complètement déchiqueté par les balles. Bon, on se dit, c'est un brave type, c'est devenu un brave type, ce robot. Mais tu oublies que c'est devenu un robot. Tu t'oublies que c'est un robot. Et par contre, la scène où ils sont planqués dans une station-service ou je sais pas où, et que le Terminator reste debout devant une fenêtre toute la nuit pour surveiller, sans bouger, tu vois le jour se lever, avec lui immobile devant la fenêtre, avec le fusil sur l'épaule, tout d'un coup, tu te souviens que c'est une machine. Ouais. Tu vois, il bouge pas parce qu'il a bloqué ses mouvements, quoi. Et tu te dis, ah mais non, c'est quand même pas le héros, c'est quand même une machine, quoi. Ah, c'est vrai. Absolument. On a tendance à l'oublier parce qu'il l'humanise quand même beaucoup, quoi. Ben oui. Et en fait, c'est amené aussi, c'est hyper intéressant vraiment parce que il s'est amené par cette thématique du père de substitution, puisque comment dire, Michael Biehn donc a été d'ailleurs coupé au montage. Hein, il y a une scène coupée de Kyle Reese où Sarah Connor rêve de lui et lui il part comme ça de l'hôpital psychiatrique. Et finalement, ça raconte ça aussi. Hein. Je veux dire, il y a ce père de substitution qui pourrait être justement une machine, quoi. Donc là, encore une fois, quoi, c'est Cameron, il élève vraiment le blockbuster là. Et ce père de substitution qui est donc ce robot et la machine qui a tué son vrai père. En plus, tu vois, c'est très compliqué. Ouais. C'est ça qui est ouf. C'est que il y a un peu une contradiction, quoi aussi. Ouais. Mais c'est très moderne parce qu'effectivement, d'abord c'est un film de Los Angeles. Aussi bien au même titre que Big Lebowski ou que ces films ou que The Long Goodbye, tu vois, c'est des films qui sont profondément de la ville, et parce que c'est souvent tourné ailleurs les films maintenant, il y a plus de films qui sont tournés à Los Angeles, et ça montre l'époque de Los Angeles juste avant Rodney King, tu sais, juste au moment où tu avais Daryl Gates qui était le chef de la police, qui était extrêmement et ça annonce ces mouvements où on veut defund the police parce qu'il est terrifiant en policier le T-1000. T'as peur de lui, t'as vu ce que je veux dire, il n'est pas du tout rassurant, comme David Soul, comme je disais, tu vois. Ouais, c'est vrai que l'exemple de David Soul dans Man of Force, c'est exactement ça, quoi. Le côté implacable, jusqu'au boutiste, que rien ne peut t'arrêter. C'était le cas du premier Terminator, finalement. Et il décide, finalement, de transférer le T-800 sur le T-1000, en lui donnant cette allure comme ça, de méchant inarrêtable. Et extraordinaire. Et cette première rencontre dans le couloir, quand Schwarzenegger sort son fusil, tu sais, qui recharge d'ailleurs comme John Wayne dans True Grit, t'as vu, d'une main, il recharge son fusil quand il est dans l'extraordinaire scène de poursuite dans le réservoir. Mais là, ils se rencontrent tous les deux, il écrase des roses, et il y a toujours des petites idées dans les scènes d'action qui fait que justement, Cameron est le plus grand metteur en scène d'action, parce que tout d'un coup, quand le T-1000 se voit dans un mannequin en acier, tu sais, dans une boutique, c'est des idées de comédie qui font que tout d'un coup, c'est au scénario. C'est un plan. Ce qui est très fort, c'est que c'est un plan qui est arrivé avant que nous, on le voit en métal. C'est-à-dire qu'il ne veut rien dire à première vision. C'est extraordinaire, ça. Tu sais pas pourquoi il regarde ce mannequin. Et c'est seulement après que tu as compris. C'est le métal liquide de Tchekhov. Ça annonce, en fait. C'est génial. Et il y a des petits détails, tu sais, qui font tout le prix, je trouve, du talent de Cameron. C'est par exemple quand Arnold a ses lunettes noires, tu sais, et à un moment, il se castagne, je sais plus contre qui, il y a un mec qui lui met un grand coup dans la gueule, et les lunettes sont cassées. Et ce qui est très drôle, c'est l'expression d'Arnold mécontent. Il s'en fout de prendre des coups de couteau, des machins et tout. Par contre, quand on lui pète ses lunettes, ça lui plaît pas du tout. C'est une infirmière, je crois. C'est une infirmière dans l'HP. C'est très drôle. Mais je regrette qu'il n'ait pas ramené dans les films qui viennent par la suite, il n'ait pas ramené le T-1000. Robert Patrick, en le rajeunissant digitalement, mais c'est comme c'est le plus grand méchant de la série. À chaque fois, ils ont essayé de réinventer, ils ont eu du mal. Et ils ont ramené Schwarzenegger à chaque fois, ils auraient dû ramener Robert Patrick. Mais il y a un truc qui est formidable, c'est qu'il peut imiter les voix. Tu as vu ? Très bien, ça. Tout d'un coup, et les corps, bien sûr, et tout d'un coup, on est dans The Thing, avec un mimique parfait.
C'est un problème de scénario, c'est qu'il est tellement fort, on se demande, comme tu disais Philippe, comment ils vont arriver à le vaincre, mais surtout à la fin, quand il demande à Sarah Connor d'imiter la voix, d'appeler John, il n'a pas besoin d'elle en fait, il pourrait très bien prendre son apparence comme il va le faire ensuite. Tu savais que le plan, tu sais, où justement il torture Sarah Connor et qu'à un moment, elle est 2 fois à l'image, Sarah Connor, tu sais, en fait c'est sa sœur jumelle. Il joue l'autre Sarah Connor. Je crois que c'est un effet spécial qui est pas compliqué en fait comme effet spécial. Bien sûr, mais comme l'acteur qui fait le flic roux aussi, tu sais, qui se fait assassiner par le T-1000 dans cette espèce d'asile où elle est emprisonnée, et c'est aussi il a aussi un frère jumeau. Et une de mes scènes préférées, c'est la scène avec Janet Goldstein et Xander Berkeley. Je suis toujours ravi de retrouver dans des films. Tu l'as pas mentionné, mais c'est un super second rôle. Et quand il est tout d'un coup planté dans ce frigidaire avec la main de Janet Goldstein qui est devenue du métal liquide, ça aussi, c'est un truc qui est incroyablement gore et violent, mais en même temps, ça passe. T'as vu, c'est dans un blockbuster d'été. Parce qu'il y a une recherche esthétique. La force de Cameron, c'est qu'il garde le R. Il fait pas PG-13. T'as vu ? Ouais, mais il garde toujours une esthétique. Par exemple, Xander Berkeley, qui est cloué au frigo. Si tu regardes, ce qui est formidable, c'est que le pic lui est rentré dans la bouche et l'a cloué dans le frigo, mais il y a aussi le pack de lait qui a été c'est ça, voilà l'idée, exactement. C'est vrai, ouais. Il met ça en plus, ouais. Ah oui, cette séquence, elle est incroyable, quoi. Enfin, Janet Goldstein et tout... Non, c'est vraiment... Et puis, il y a plein de trucs... Enfin, voilà, c'est des scènes tellement inattendues parce que quand on rentre dans la salle et qu'on connaît pas le T-1000, on sait pas tout ce qu'il peut faire, en fait, ce fameux T-1000. Le T-800, on le connaît, on sait ce qu'il peut faire, on connaît aussi un peu ses limites, quelque part. Le T-800, le T-1000, on sait pas, quoi. Et on découvre, au fur et à mesure des films, l'étendue de ses pouvoirs parce que c'est quand même ahurissant, quoi. Tout ce qui lui a collé comme possibilité... de semer le chaos derrière lui, quoi. C'est vraiment hallucinant. Il y a une dynamique de scénario qui est formidable, c'est un petit garçon et son robot. Parce que d'un coup, t'as vu, il a un Terminator qui est à son service, et quand il tombe sur des mecs qui veulent le faire chier, il a tout d'un coup une espèce de machine de guerre extraordinaire à son service, et c'est assez émouvant la relation entre les deux, c'est une vraie body story, tout d'un coup. Ah, complètement, ouais. Oui. C'est vraiment, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'était une histoire presque de père de substitution. Voilà, il va se trouver en cette machine, quoi. Enfin, c'est invraisemblable. Il va trouver, quasiment presque un père qui va l'aider, qui va l'élever, qui va le surélever même, alors que ça reste quand même un cyborg. Et c'est là vraiment où Cameron, ça aurait pu être ridicule, hein. C'est-à-dire que à ce point-là, donner cette relation entre entre le cyborg père et l'enfant qui sera plus tard leader de la résistance. Je crois que d'ailleurs que le co-scénariste au départ n'était pas super chaud pour cette idée, hein. Et puis finalement, Cameron a imposé cette idée-là, et là où ça aurait pu être ridicule dans les mains d'un autre réal, chez Cameron, ça prend une dimension, comme tu dis, super émouvante, touchante et tout, quoi. Ouais. I know now why you cry, but it's something I can never do. Il a fait un double apprentissage, c'est-à-dire que le gosse apprend du robot et le robot apprend du gosse. Oui, il apprend c'est ça. Le langage, il apprend la façon d'être plus sympathique, il apprend beaucoup de choses. Les deux s'apprennent des choses et ça, c'est très joli. Toujours ce cliché un petit peu quand même dans les films de robots de cette eau salée qui coule des yeux des êtres humains. Tu sais, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a vraiment des beaux dialogues, hein. C'est-à-dire maintenant je sais pourquoi vous pleurez, justement sur la scène de fin. Il y a plein de scènes touchantes. Moi par exemple, c'est vraiment un truc que je trouve remarquable parce que moi quand on me dit que Schwarzenegger doit faire le gentil Terminator, moi j'ai pas vraiment envie de voir le film, si tu veux. Et en fait, tout est amené, mais de façon tellement brillante, en termes de dialogue, en termes de comment je monte, comment je fais un build-up, en fait, autour de... On part d'un robot et je vais l'humaniser. C'est tellement brillant qu'on finit par accepter véritablement le fait que, Schwarzenegger devait jouer le gentil, quoi. Et ça, moi, je m'y attendais pas la première fois que j'ai vu le film, vraiment. Mais il démarre en méchant, et c'est ça qui est formidable, c'est que quand il prend contact avec le jeune John Connor, il s'en fout des autres. Lui, il doit protéger John Connor. Donc, il tue les gens qui emmerdent John Connor. Et quand John lui dit « Mais tu peux pas continuer à tuer tout le monde »,
L'autre fait Why not? Eh oui. C'est ça. Non, mais c'est incroyable, quoi. Il y a d'ailleurs Vraiment. un truc, au lieu de tuer les gens, après, il les handicape à vie en leur tirant dans la rotule. Et c'est quand Oui, même oui. terrifiant. Il crée, t'as vu, de tous ces gens qui le Ah ouais, Mais il les a pas tués. brutalisent. mais il les a pas tués. Ouais. Et il y a un truc qui est formidable, c'est que les explosions sont vraies. Là, tout d'un coup, c'est pas du Oui. CGI. Et les squibs de sang sont vrais aussi. C'était avant qu'on ait le sang numérique. Et c'est une fois de plus ce mélange de toutes les technologies qui fait qu'on est beaucoup plus en immersion qu'avec des films qui se reposent trop sur le computer, quoi. Bah, c'est ça qui est fabuleux. C'est-à-dire que finalement, c'est le film qui est le plus novateur à l'époque en termes d'effets spéciaux. Et malgré ça, avec cette espèce de truc paradoxal où tu as tellement de trucs ancrés dans la réalité avec du vrai sang, avec toute la machinerie qui va derrière en termes de practical effects, que tu dis, mais le mélange est incroyable. Et c'est pour ça que quelque part, t'as des jeunes de maintenant qui disent, on dirait que le film a été fait il y a un an, quoi. Ouais. C'est cette subtilité, si tu veux, entre deux choses totalement antinomiques, quoi. Tu vois, non, vraiment, c'est absolument Quand remarquable, tu quoi. vois le T-1000 qui rentre dans cet hélicoptère et qui et qui dit simplement au type Get out. T'as vu, genre, c'est d'une simplicité de obéit. dialogue extraordinaire. Le mec C'est, obéit, il saute de l'hélico en Il vol. saute de l'hélico. Ouais. Et quand tu regardes les making-of, tu te rends compte que quand le T-1000 se reconstitue, tu sais, dans cette fonderie, les films des années 80 et 90 d'action se terminent toujours dans des fonderies, on a remarqué avec Philippe. Et là, quand ils se reconstituent sur le sol, ils étaient en fait dans un studio à West Hollywood. Je sais parce que j'ai un ami qui a travaillé sur cet effet spécial, en particulier, qui travaillait aussi sur L'Armée des Ténèbres, tu sais, Evil Dead 3, et qui m'a dit qu'ils avaient une petite poêle et qui faisaient fondre du mercure pour justement recréer à l'envers le fait que ce métal Ah se oui. reconstruisait. Et donc, tout d'un coup, t'as Digital Domain, ILM, et tout d'un coup, des mecs dans une cuisine. Et c'est ça le cinéma, quoi, de Cameron. La C'est scène extraordinaire. où il congèle, où le T-1000 est congelé et qu'après ils refont, je trouve que c'est la plus impressionnante du film. Moi. Quand il sort et que tu le vois se congeler au fur et à mesure, qu'à la fin Ouais. il se casse la jambe, puis le bras, puis tout, c'est spectaculaire, je trouve ça. Extraordinaire. Et cette idée, Tommy, du pouce à la fin, qui est assez émouvante, dont je sais plus, je crois que c'est Schwarzenegger qui n'était pas convaincu au début, et c'est Cameron qui a fini par le convaincre. Et c'est des grandes idées, ça, effectivement, qui restent. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça, ouais, là, mais il y a plein bah, c'est des choses qui restent vraiment imprimées, si tu veux, dans la rétine du spectateur, quoi. C'est-à-dire, on se souvient de tous ces plans iconiques et c'est juste un plan, quoi. Le plan sur le pouce, Ouais, je veux dire, c'est fort. des trucs, Ouais. mais c'est invraisemblable comment tu crées, si tu veux, des images, ouais, voilà, des trucs dont on se souviendra toute notre vie en tant que spectateur. Comme, je sais pas moi, la scène de la douche avec Psychose, tu vois, c'est vraiment des trucs Exactement. qui t'impriment Exactement. complètement. Ah ouais. Mais chez Cameron, Absolument. ce qui est formidable, c'est que les effets spéciaux, dont cette scène en particulier où il rentre dans l'acier qui va le détruire définitivement, c'est que c'est soutenu par l'émotion toujours. C'est-à-dire, on ne serait pas le même effet si on n'était pas si attaché au Terminator. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est C'est qu'on vrai. le voit s'enfoncer dans la lave et ça fait de la peine alors que c'est qu'une machine, au fond. Oui, c'est Mais vrai. on a de la peine. C'est ça qui est faux. Ouais. Mais ça, ouais, bah ouais, mais voilà, tout ça fait Et ils partie vont fort, de. ouais, ils vont fort dans la comédie parce que quand il dit I need a vacation, Ouais, j'ai besoin de formidable. vacances, là, ça aurait pu basculer un peu dans la parodie. Je crois Mais que ça ça a été marche. improvisé. Ça a été improvisé par C'est Arnold possible. Schwarzenegger, je crois. Mais Ouais, ce que, ouais. voilà, mais si tu veux, Cameron, il l'utilise. Alors moi, je suis pas très fan de ce genre de punchline, surtout Ouais. dans Terminator. Mais Ça disons peut qu'il sortir d'un film, ouais. Ouais. voilà, c'est-à-dire qu'il l'utilise, bon, ça va, il l'utilise peut-être à une ou deux reprises. Ce qu'on n'a absolument pas Ouais. compris, les mecs qui ont fait les suites d'après. C'est-à-dire qu'en fait, les Mm. mecs qui font les suites d'après, ils vont prendre ces trucs-là et eux, ils vont l'exploiter quasiment sur 80% du film. Et là, tu fais, bah Ouais, non, mais c'est pas le sujet, quoi. On peut pas, bien sûr. on peut le faire comme ça rapidement, mais on peut pas, tu vois. Jusqu'au one-liner et au jeu de mots de Mr. Freeze dans Batman et Robin, là, où Voilà, Schwarzenegger, ouais. c'est fini, quoi. Nice to see you. Let's Non, non, kick mais some voilà, ice. tu vois, Ouais, c'est fini, quoi. ce que les mecs comprennent pas sur les suites, ils refont exactement le truc qu'il faut pas faire, enfin, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs Cameron avait coupé cette fameuse scène du sourire.
Et il a bien fait de la couper parce que non, là, Ouais. pour moi, c'était vraiment trop, là. Trop. Mais ça, c'est quand on a des problèmes de tonalité, comme quand Kubrick coupe la scène des tartes à la crème dans Docteur Folamour. Ça Oui. devait être très drôle au montage de voir ça tout d'un coup. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était pas du tout le même film. Et ça, c'est très fort. C'est Ouais. la marque des très grands metteurs en scène. Et dans ce combat mano à mano à la fin entre le T1000 et le T800, t'as vu, où ils se jettent dans les murs, c'est incroyablement spectaculaire. Et en plus, l'autre se rematérialise de l'autre côté de son visage, c'est-à-dire qu'il a Oui, il est formidable. sans queue ni tête tout d'un coup, et finit par incarner tous les personnages qu'il a possédés à travers ça. Ça, c'est très The Thing aussi, de Carpenter. Ouais, très The Thing. Ouais, Ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et c'est très beau. Mais on se demande pourquoi il arrache pas la tête de Schwarzenegger. Parce que c'est tellement facile pour lui de l'empaler, de jouer de lui comme avec une poupée, si tu veux. Pourquoi est-ce qu'il ne le finit pas complètement avant d'aller s'occuper de Sarah et de John? Mais bah, c'est aurait plus le film, comme comme Ouais, d'habitude. C'est ça. Voilà. On revient toujours à la même chose. Alors, ces séquences, quand même, elles sont, pour moi, hein, aussi. Le film, il marche très, très bien aussi parce qu'il y a quand même la musique de Brad Fiedel. C'est le même compositeur que le premier. Mais si tu veux, là, Ouais. il y a une espèce il y a une autre dimension parce que dans le premier film, si tu veux, la musique de Brad Fiedel, je l'adore. Il y a un côté très musique des films de John Carpenter, quoi, très électronique, tu vois, qui rappelle vraiment l'ambiance poisseuse. On est vraiment plus dans un truc de slasher. Là, il prend finalement le même thème, mais il va en faire pas un truc symphonique, mais vraiment quelque chose il va amener dans une espèce de dimension, mais waouh, énorme, quoi. Et il va te donner vraiment de l'émotion là où je trouve que la première BO, on était quand même Ouais. plus dans un truc très, très hard, très dur, très, très sec. Utilisé vraiment pour te faire peur. Alors que là, on passe vraiment dans une autre dimension pour moi, sur cette musique-là. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Il y a une autre scène que j'adore et qui est devenue également iconique comme le pouce dans la lave. C'est quand le T-1000 fait nom du oui. doigt, tu sais. Et ça montre qu'il a de l'humour aussi. En fait, ces robots sont créés avec une. Il y a un peu d'humour dans leur puce, t'as vu, quelque part. C'est vrai. Ouais. Il y a un plan dont on n'a pas parlé que je trouve alors là, super iconique et qui est impressionnant, c'est quand Schwarzenegger, enfin le robot, saute sur le camion qui est couché sur le flanc, en train de continuer de glisser, Ah, et incroyable. qui tire à la mitrailleuse à l'intérieur sur le T-1000. Il vide ses chargeurs sur lui. Ce plan, il est hallucinant. Il surfe sur un camion et il défouraille sur un T-1000. C'est hallucinant. C'est vraiment incroyablement spectaculaire en termes de cascade. Et il y a $1 million de budget cascade dans le film. Ce qui est très rare à l'époque aussi. Ah oui, en plus, Et donc ça rajouté aussi- au budget effets spéciaux, quoi. Ouais. Ouais, ce qui explique pourquoi à l'époque c'était effectivement le plus gros blockbuster de tous les temps. Et maintenant que celui qui a encore quelque chose à dire sur Terminator 2 le dise ou qu'il se taise à tout jamais. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un futur aussi incertain qu'une autoroute la nuit. Philippe, mon vieux kino robot, merci de passer en puissance alternative à chaque émission. Et Tommy, il n'y a pas de destin que celui qu'on crée pour nous-mêmes, et nous sommes comme toujours très heureux de t'accueillir à bord et de commencer à rêver au futur film dont on parlera ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean, encore, pour l'invitation. Merci à toi. Un régal. On se retrouve donc très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker et de souscrire à la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo du Terminator de Kinopod, Romain Lenoff, assisté de Diana Mossafir, son Katia Lazareva. Et maintenant, voici venu le moment de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Philippe Sedbon, come with me if you want to live. Dirty Tommy, suis ce podcast si tu ne veux pas mourir. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod, le podcast qui rage contre la machine. Et maintenant, à propos, si elles ce sont les machines divines, qui dirigent vraiment le grand, qui dirige vraiment le grand chambardement. Hasta la vista, Bravo. baby.